Didier, bonjour. Bonjour. Alors, il y avait plein de choses intéressantes lors de la conférence de presse que Carmignac a donnée mi-avril, mais j'aimerais qu'on revienne sur certains points évoqués, et notamment une idée force que vous avez traitée, c'est celle du retour à la réalité. Ça veut dire quoi, le retour à la réalité pour les marchés? Ça veut dire la chose suivante, il faut être lucide sur le fait que 2017 était une année absolument hors norme, par le fait qu'il y avait de manière concomitante un cycle économique qui était encore en phase d'accélération, ceci de manière synchronisée, ça avait beaucoup été commenté d'ailleurs, hein, c'était synchrone au niveau global et c'était synchrone à l'intérieur de l'Europe. Dans le même temps, les banques centrales prenaient leur temps avant de commencer à donner des signes de resserrement concret, probablement encore un petit peu incertain sur la perspective européenne en Europe, les conséquences du Brexit, les menaces commerciales globales. Donc les banques centrales sont encore très prudentes, donc par conséquent très accommodantes, et puis une inflation très faible. Donc un paradigme parfait, quoi. Voilà, pas d'inflation, de la croissance et des liquidités. Et donc des marchés actions haussiers et une volatilité très faible. 2018 a commencé un petit peu dans la lignée de cela, et le mois de janvier, au moins sur les 3 premières semaines, était complètement dans cette direction-là, à ceci près que les taux d'intérêt commençaient à monter, parce que les banques centrales commençaient à envoyer des signaux très clairs qu'en Europe, le fameux tapering allait effectivement commencer, qu'aux États-Unis, la réduction du bilan de la Banque centrale américaine allait commencer également. Donc finalement, les banques centrales, globalement, ont pris du retard, et en 2018, là, sont obligées quand même d'avancer. Et il se trouve que les cycles économiques restent des cycles, et que par conséquent, on le voyait d'ailleurs, on en avait parlé il y a 3 mois, 6 mois, les indicateurs avancés signalaient que le rythme de la croissance économique allait probablement commencer à ralentir un peu. Et quand vous regardez au premier trimestre, on a la confirmation de ce ralentissement. Oui, on commence à avoir des signaux là, vraiment coïncidents, c'est-à-dire pas des indicateurs avancés, des vraies mesures de production industrielle, d'investissement. On a eu les chiffres de croissance en France, voilà, qui témoignent du ralentissement au premier trimestre. Voilà, c'est cela. Et donc il y a retour à la réalité, en ce sens que d'une part, le soutien monétaire qui durait depuis des années commence effectivement à se réduire, et ce qui a été une embellie économique reste un cycle, et un cycle économique finit toujours par ralentir. Et donc ce retour à la réalité, moins de soutien monétaire et moins de soutien économique, forcément est une transition que les marchés doivent réussir à gérer. Oui, mais alors dans le même temps, lors de cette conférence, vous avez tenu des propos assez étonnants. Vous avez dit, finalement, les banques centrales, qui ont été plutôt soutien de l'économie toutes ces dernières années, hein, depuis la grande crise en fait, vont laisser le ralentissement se développer. Alors, franchement, c'est un peu contre-intuitif. Oui, c'est un métier difficile, celui de banquier central. Elles sont bien conscientes de 2 choses, et c'est la concomitance de ces 2 contraintes qui est difficile pour elles. D'une part, ce qu'on disait sur le cycle, c'est-à-dire que si elles veulent se recréer un peu de munitions, remonter les taux d'intérêt, des marges de manœuvre, se donner la possibilité d'intervenir au prochain ralentissement réel de l'économie, il faut bien qu'elles remontent les taux d'intérêt maintenant, et dans le même temps, elles se rendent bien compte qu'elles ont perdu du temps, et que ce cycle pourrait arriver plus rapidement que prévu. Et donc, elles se retrouvent aujourd'hui devant une fenêtre de tir qui pourrait se refermer assez vite. Et donc, il est clair que si elles ne resserrent pas les taux maintenant, si elles ne continuent pas ce resserrement maintenant, ça risque d'être trop tard plus tard. Et donc, l'ambiguïté pour elles, c'est qu'elles voient bien que le ralentissement arrive, mais elles voudraient bien pouvoir réussir à passer, fût-ce un peu en force, pour au moins quand même s'être recréé un peu de marge de manœuvre d'ici le 2e semestre. Bon, elle marche sur la corde raide, en somme. Et quand on marche sur la corde raide, on a toutes les chances aussi de tomber, de faire un pas un peu de côté qui nous emmène, pas dans le précipice, on va peut-être pas être catastrophiste, mais nous amener à des situations un peu compliquées. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque d'exécution dans la politique monétaire aujourd'hui? Oui, je pense qu'il y a un vrai risque d'exécution qui est rendu plus important encore par des circonstances qui ne sont qu'en partie dues aux banques centrales, et en particulier aux États-Unis. Il faut bien avoir en tête que pour les taux d'intérêt, les marchés obligataires en particulier, il y a une problématique toute simple mais extrêmement puissante d'équilibre, ou je devrais dire déséquilibre, entre l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'au moment où la Banque centrale américaine
commencent à réduire la taille de son bilan. Réduire la taille de son bilan, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus au stade de réduire leurs achats, ils sont au stade, au contraire, revendre. Au même moment, vous avez le Trésor américain, le gouvernement américain, qui lui augmente ses besoins de financement. Donc vous avez les concomitances un peu malheureuses comme ça. La Fed achète moins, n'achète plus, ensuite carrément remet sur le marché ce qu'elle avait acheté, et dans le même temps, le Trésor a besoin de davantage de financement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va falloir que ce soit vous et moi, les investisseurs privés, le marché, qui achètent les obligations, et qui, avec le grand contraire de la Banque centrale américaine, on n'achète pas à n'importe quel prix, nous. On ne dit pas on va acheter tous les mois quoi qu'il arrive. On dit écoutez, pourquoi pas? Donc ça veut dire des hausses de taux, mais un certain taux, mais ça veut dire hausse de taux. Et la remontée des taux américains à 3% à peu près sur le 10 ans, c'est exactement ça. C'est simplement un rééquilibrage ou un déséquilibrage de l'équilibre entre offre et demande qui simplement remet le marché sur des niveaux un peu plus normaux. Donc si je synthétise tout ce que vous venez de nous dire, bon, le ralentissement est déjà tangible au regard de la coïncidence des indicateurs un peu partout dans le monde. Disons qu'on en est au tout début, on est en haut de cycle. On est en haut de cycle, mais on voit bien que là, on a atteint le plateau et puis qu'on commence à piquer légèrement du... Voilà, c'est pas la chute libre encore. Non, on parle de ralentissement. Les banques centrales doivent se redonner des marges de manœuvre et donc elles sont contraintes de relever les taux, nonobstant ce ralentissement qu'elles constatent. C'est ça. Et par ailleurs, on a une situation sur les marchés taux où on a la première puissance économique mondiale qui doit financer son budget, puisqu'on a eu la réforme fiscale de Trump, qui réduit les recettes, on est bien d'accord, et on a un plan tout de même plutôt volontaire de relance par ailleurs. Donc on a une augmentation des dépenses. C'est ça. Et du coup, on a une dette américaine qui est de moins en moins attrayante pour les investisseurs au taux auquel elle est proposée. Donc, normalement, les taux doivent remonter pour une question d'offre et demande. C'est exactement ça. Et c'est ce qui a commencé à se passer. Mais là, le paradigme, on passe d'un paradigme qui était quasiment parfait, ce fameux alignement des planètes, à une sorte de dislocation de cet alignement. C'est le retour à la réalité où vous me posiez la question au début. Alors d'ailleurs, ça pose une question intéressante pour les marchés actions. C'est la réaction que les marchés actions peuvent avoir face à ce nouveau paradigme. J'allais vous poser la question parce que c'est ce qui intéresse nos auditeurs et nos spectateurs. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut être assez humble sur le sujet. Rappelez-vous, au tout début, 2009, quand on était dans la situation inverse, que les banques centrales, pour la première fois, se risquaient à l'exercice du quantitative easing, donc l'augmentation des tailles de bilan. Beaucoup d'analystes, de stratégistes, d'économistes ont eu beaucoup de mal à anticiper ce que serait l'impact de ces décisions qui étaient vraiment non orthodoxes. C'est la première fois que ça avait lieu. Ces monceaux de liquidité déversés. Même beaucoup avaient estimé à l'époque que ça allait créer une inflation épouvantable, etc. Et il n'a pas eu du tout. Donc peut-être une inflation de certains actifs. Alors voilà, les actifs, eux, ont bénéficié de toute l'inflation. Et les actions, on en profite. Voilà, et les prix à la consommation, pas du tout. Ce phénomène-là, en 2009, vous me trouverez les économistes qui l'avaient anticipé. C'était pas du tout ce que les gens avaient prévu. Là, on arrive 2018 et le phénomène s'inverse. La Banque centrale américaine, elle commence à réduire son bilan. Manœuvre qui, dans l'histoire économique, n'a jamais eu lieu. On n'a jamais vu une banque centrale réduire son bilan. Donc, anticiper les conséquences à la fois sur l'économie et sur les marchés de ce phénomène-là, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, parce que c'est une vraie nouveauté. On est dans une situation inédite. Oui, absolument inédite. Alors, il y a plusieurs choses à avoir en tête. La première chose, peut-être, c'est de se dire que les marchés, d'une manière générale, ont accueilli ce dopage, pas de taux très bas, de manière extrêmement favorable. Donc, quand vous retirez le dopage, il y a des syndromes de manque qui se produisent. Et là, on voit bien, alors je ne sais pas du tout pour quelle raison, mais le seuil de 3%, visiblement, est un seuil de douleur pour les marchés actions. On l'a vu en février, il semblerait qu'on le revoit un petit peu en ce moment. Bon, voilà, on verra si, une fois que ce passage de manque a été
absorber, peut-être qu'il y aura d'autres seuils. Donc c'est une des premières questions. La deuxième qui me paraît absolument décisive pour les marchés actions, c'est la suivante. C'est que ce qui s'est passé pendant des années, 10 ans dans le cadre des États-Unis, c'est que la baisse des taux d'intérêt sur le marché obligataire a amené les investisseurs à se porter là où il y avait davantage de rendement, c'est-à-dire sur le crédit et sur les actions. Donc il y a eu ce qu'on a appelé un rééquilibrage des portefeuilles vers ces classes d'actifs. Bon, très bien, ça fait que tous les actifs financiers en ont profité. Si on a une remontée des taux d'intérêt aujourd'hui, ce qui pourrait se passer, ce qui me paraîtrait assez logique, et encore une fois, il va falloir suivre ça de près, c'est un renversement de cette logique, c'est-à-dire que la remontée des taux d'intérêt fait que les portefeuilles se rééquilibrent, donc les investisseurs globaux sortent du crédit, sortent des actions pour aller se remettre un peu plus sur des taux plus élevés sur l'obligataire. Ça aurait pour conséquence que les marchés actions et les marchés de crédit seraient sous pression. En revanche, ça contribuerait à limiter tout de même la hausse des taux d'intérêt, puisqu'au fur et à mesure que les taux monteraient, quand même des capitaux viendraient profiter des rendements plus élevés. Surtout que si on a un ralentissement qui se généralise, les taux ne peuvent pas remonter indéfiniment. Exactement. Donc ça veut dire que les classes d'actifs peut-être les plus dangereuses aujourd'hui ne sont pas forcément les classes d'actifs obligataires, ce qui est peut-être un peu contre-intuitif, mais peut-être les classes d'actifs crédit et actions, qui par vase communicant, en fait, perdraient une partie de leurs actifs. Alors, un des points aussi clés de votre conférence de presse, c'est de dire, bon, finalement, dans ce contexte qui se trouble, il faut se réfugier sur les marchés des actions dans la qualité. Et la qualité, c'est quoi aujourd'hui? C'est la techno? Alors déjà, la qualité, dans l'absolu, je dirais, dans l'environnement qu'on vient de décrire, c'est de ne pas être exposé à ces deux nouvelles variables. Un, le ralentissement économique. Deux, la remontée des taux d'intérêt. Autrement dit, en raisonnant de manière, comment dirais-je, logique, séquentielle, ce que vous ne voulez pas détenir, ce qu'il ne faut pas avoir en portefeuille, ce sont des titres, des actions d'entreprise qui seraient à la fois très cycliques et endettés, sensible à la hausse des taux d'intérêt. Donc la première des choses à faire, c'est de faire le tri, là. C'est de faire le tri et bien faire attention dans les portefeuilles de ne pas détenir des titres à la fois cycliques et endettés. Or, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de titres cycliques qui ont profité de l'embellie 2016-2017, de taux d'intérêt très bas, pour augmenter leur endettement et profiter du cycle. Donc ces affaires-là, il fallait les détenir sur les 2 dernières années, et je pense que ce sont celles dont il faut se séparer aujourd'hui. Se défier aujourd'hui. Absolument. Et alors, à contrario, ce qui est beaucoup plus adapté au scénario qu'on vient de décrire, c'est-à-dire des titres qui ne seront pas vulnérables au ralentissement économique d'une part, et qui d'autre part ne seront pas vulnérables à une remontée des taux, donc qui ont un bilan fort, des liquidités, etc. Alors, c'est vrai que quand vous utilisez cette grille d'analyse, de tri, et vous regardez, voyons, quels sont les secteurs qui, à la fois, ont de la croissance, ne sont pas cycliques, ont des bilans forts, et la techno ressort. Voilà, la techno alors on ressort voit apparaître à l'écran incontestable. un graphique que j'ai extrait de votre conférence de presse qui est très parlant. C'est en effet le pourcentage des valeurs de qualité par secteur, et on voit que la technologie est au sommet, avec 79% de valeurs de qualité dans ce secteur. Qualité définie comme on vient de le faire. Oui, exactement. La santé vient en deuxième. Absolument. Ouais. Donc, bon, on voit bien que la proportion, tout de même, est très, très déséquilibrée entre même la santé et la techno. Mais il y a un autre graphique que j'aimerais qu'on fasse apparaître, c'est le poids du secteur technologique au sein des divers marchés actions, parce que ça nous renseigne peut-être sur les pistes d'allocation à suivre. Or, on voit que ce sont le S&P 500 et le MSCI Emerging Market qui ont la plus forte proportion de valeurs technologiques en leur sein. L'Europe, le stock 600, est très très loin derrière avec seulement 5,2%. Les autres, c'est 25% environ ou plus. Donc ça veut dire que quand on cherche aujourd'hui à se positionner sur les marchés actions, on va plutôt aller vers la techno et donc investir dans des actions américaines et des actions émergentes. Oui, absolument. Alors, le constat que vous faites, qui est assez frappant quand même, l'Europe a un retard absolument considérable dans la sphère technologique, ce qui est à mon avis une vraie problématique, même politique, sociétale. On a un vrai sujet, on est complètement à la merci des grandes affaires technologiques pour les 10-15 prochaines années. Et le phénomène s'auto-entretient, parce qu'il faut des capitaux
pour pouvoir maintenir ce leadership. Et si vous êtes déjà gagnant aujourd'hui, imaginez en Europe dans quelle mesure vous trouvez les entreprises capables de faire les investissements dans l'intelligence artificielle comparé à ce que peut faire Google, Facebook ou On est d'autres. très en retard. Donc le retard risque d'être cumulatif. Et donc effectivement, le sujet qui n'est pas très nouveau en soi, c'est-à-dire que l'économie européenne a toujours été plus cyclique que l'économie américaine, a toujours recelé de moins de grandes valeurs défensives, à forte visibilité. Ça a toujours été le cas. Mais il est vrai qu'avec la révolution technologique, ce trait s'est accentué. Il s'est vraiment accentué et le graphique que vous montrez est très très parlant. En bas de cycle, l'Europe est en mesure de profiter d'une accélération, mais elle risque d'être confrontée en ralentissement économique au fait que les secteurs qui sont d'une certaine façon les nouveaux secteurs défensifs, vous voyez les secteurs défensifs traditionnels, les biens de consommation de base, etc., ne sont plus vraiment défensifs. Dans un monde déflationniste où Amazon met des pressions terribles sur les prix, les anciennes valeurs défensives ne jouent plus leur rôle. Et donc, tout le secteur de la distribution qui souffre. Exactement. Donc, je pense que pour les prochaines années, il faut admettre, même si effectivement, nous, Européens, ça ne nous fait pas très plaisir, que les vrais métiers défensifs sont des métiers de technologie et ils sont davantage en dehors d'Europe qu'en Europe, malheureusement. Ça veut dire, très rapidement, que les GAFA ne sont pas chers alors, vu leur croissance? Le problème des GAFA, c'est qu'on met beaucoup de choses ensemble. Alors, quand on fait le Nasdaq, c'est encore pire. Si vous prenez des valeurs comme Facebook ou comme Amazon, vous êtes sur des multiples de résultats qui aujourd'hui sont, en plus avec la correction du premier trimestre, inférieurs à 20 fois les résultats 2018. Est-ce que c'est cher, pas cher? Si vous croyez, alors c'est notre cas, que leur capacité de croissance du résultat sur les prochaines années est au-delà de 25%, payer 20 fois les résultats de 2018 n'est effectivement pas du tout absurde. Bon, en tout cas, on a bien compris le message. Sur les actions, il faut chercher de la qualité. Et la qualité, on la trouve dans la techno. Didier, merci. Merci.